viens en Normandie pour parler des badges. J'espère que vous aurez une troisième, je pense que une quatrième. Et donc, ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est un point un petit peu sur les badges. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout les badges, je vais quand même dire 2-3 mots sur ce que les badges peuvent servir. Et puis, voilà. Donc, je vais commencer d'abord par parler de... Ce dont je vais parler, c'est des enjeux de la reconnaissance. Parler un petit peu des badges, qu'est-ce qui se passe au niveau international. Je vais juste prendre quelques exemples. Et puis, vous parler de ce qui se passe aussi... autour de... essayer d'organiser un petit peu les acteurs autour de la reconnaissance avec la création de l'Open Recognition Alliance. Donc, reconnaître. La question de la reconnaissance est une question qui est assez importante. Et il y a par exemple une directive du Conseil de l'Europe de 2012 pour la reconnaissance des apprentissages non formels et informels. Donc ce qui est dit dans la recommandation du Conseil de l'Europe, c'est dans une perspective de développement des compétences, il devrait être possible de se former ou d'acquérir une qualification ou un diplôme à tout âge et de faire reconnaître ses compétences et savoir-faire, même lorsqu'ils sont le fruit d'expériences non académiques, ni formelles. Il y a tout un tas de publications qui existent autour de la reconnaissance. Et jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment d'outils qui nous aidaient à mettre en place cette reconnaissance. C'est pour ça qu'en 2011, la Fondation MacArthur et la Fondation Mozilla se sont mis d'accord pour développer un outil qui permettait de rendre visibles les apprentissages informels. Et donc, dans cette notion de reconnaissance, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut reconnaître. Est-ce qu'on veut reconnaître la personne? Est-ce qu'on veut reconnaître des compétences? Est-ce qu'on veut reconnaître des réussites? Donc là, ça peut être simplement la reconnaissance de la personne elle-même. On a souvent tendance à associer reconnaissance à reconnaissance des compétences, mais la reconnaissance, si vous avez des réfugiés qui arrivent en France, peut-être que la première chose à faire, avant de leur faire passer des tests ou autres, c'est peut-être de reconnaître la personne dans son intégrité. Et donc la reconnaissance ne passe pas forcément par une reconnaissance à travers le filtre qui est un référentiel de compétences, par exemple. Ça peut être simplement une reconnaissance d'une réalisation. L'autre question, c'est qui reconnaît? Est-ce que c'est une autorité? Est-ce que ce sont ses pairs? Et ce qui est intéressant, c'est que dans la première spécification des badges, il y avait une asymétrie complète entre l'émetteur et le récepteur du badge. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une application comme eBay, par exemple, vous pouvez être acheteur et vendeur. Il n'y a pas une application pour les acheteurs, une application pour les vendeurs. Lorsqu'on a commencé à développer la technologie autour des badges, on avait une application pour émettre des badges et une autre pour recevoir des badges. Et c'est encore le cas avec Open Badge Factory, Open Badge Passport, on a d'un côté une application pour émettre, de l'autre une application pour recevoir. On a un collègue avec qui on travaille, NetAuto, qui a développé une autre application qui est Badger, par Concentriscal, où là, tout est intégré. On peut à la fois émettre et recevoir des badges. Avec Crédit aussi, on peut émettre et recevoir des badges. Mais ça, c'est intéressant, parce que pourquoi c'est arrivé comme ça? C'est parce que dans notre tête, on a cette idée que c'est une autorité qui doit reconnaître. C'est une autorité qui doit émettre des badges, et l'idée que chacun puisse émettre des badges, c'était quelque chose qui était accepté, qui était dans la tête des gens qui ont conçu les premières plateformes de badges. Donc il y a des discussions autour de quelle est la valeur d'un badge qui a été émis par soi-même. Pourquoi pas, on pourra en discuter. Ensuite, comment est-ce qu'on reconnaît? Il y a des tas de modalités pour reconnaître. On peut reconnaître à travers un dialogue, on peut reconnaître en regardant des preuves de compétences, en observant, en faisant des tests ou un examen. Il y a des tas de façons de reconnaître, mais je pense que faut choisir celle qui est la plus adaptée aux circonstances et au but de la reconnaissance. Et donc la question qu'il faut se poser aussi, c'est pourquoi veut-on reconnaître? Est-ce qu'on veut... si vous lisez les publications autour de l'OCDE sur le capital humain, social capital, c'est l'idée que ce qui fait
l'essence du capital social, c'est la confiance qui existe les uns dans les autres. Et la reconnaissance, c'est un processus absolument indispensable pour établir des relations de confiance. Et donc on peut imaginer que ces systèmes de reconnaissance sont des moyens d'augmenter le capital social, ou en tout cas de le rendre plus visible. Et donc là j'ai mis cette petite équation qui vaut ce qu'elle vaut, qui est de dire que les reconnaissances obtenues, ce sont des dettes qu'on a vis-à-vis des gens qui nous ont reconnus, et puis les reconnaissances qu'on a données aux autres, c'est un investissement qu'on a fait. Et donc la somme de notre capital social, c'est l'ensemble des reconnaissances que nous avons reçues, que nous avons données aux autres. Et si on le combine avec le capital social des autres, et ben ça fait le capital d'un territoire, par exemple, comme on en a. Donc, quand on a dans une même phrase reconnaître, apprentissage, informel, ce qui est souvent dit, c'est la reconnaissance des apprentissages informels. Mais il y a un mot qui est oublié, c'est la reconnaissance formelle des apprentissages informels. C'est ça dont parle le Conseil de l'Europe. La reconnaissance formelle des apprentissages informels. C'est bien, c'est bien que ça existe. Et c'est normal que dans la tête des gens qui ont conçu les premiers badges, c'était plutôt une autorité qui devait remettre les badges, parce que ce sont les autorités qui ont, comme une institution scolaire, une université, l'autorité pour émettre une reconnaissance formelle. Mais quid de la reconnaissance informelle? Est-ce que ce ne serait pas intéressant de pouvoir rendre visible la reconnaissance informelle? La reconnaissance informelle, elle existe, elle se passe. Hein, quand quelqu'un est dans une entreprise, commence comme technicien, devient ingénieur maison, c'est une reconnaissance informelle, elle existe à un niveau local. Mais elle n'est pas visible en dehors de l'espace local. Donc là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à explorer avec les badges. Et on va voir avec la nouvelle spécification d'Open Badge, la 2.0, avec la notion d'endossement, on a cette capacité peut-être de rendre visibles les reconnaissances informelles. Donc voilà, reconnaissance des apprentissages informels, reconnaissance, rendre visibles les reconnaissances informelles. Et donc ce qu'il s'agit en fait, c'est de rendre visible le capital social. Jusqu'à présent, on avait des études qui étaient faites autour du capital social, des beaux discours. Là, on peut avoir un moyen concret, hein. On pourra calculer, on pourra avoir une comptabilité du capital social en utilisant les badges, on va voir les endossements. Donc pour préciser un petit peu les notions que j'ai abordées, Laurie, c'est transparent, mais bon, il fallait tout mettre sur un. Quand on parle des apprentissages, les transparents sont disponibles. Hein. Je vous les, tu les donneras. Quand on parle des apprentissages, on parle de formel, non formel et informel. Hein. Et ce qui différencie le formel de l'informel, c'est le fait qu'à la fois, on n'a pas vraiment l'intention d'apprendre. Hein. Quand on fait du bricolage, par exemple, c'est pas forcément organisé et il n'y a pas de curriculum, il n'y a pas un programme d'études. D'ailleurs, même dans l'enseignement formel, la France est un des pays qui a un curriculum. Si vous prenez la Finlande, ils suppriment le curriculum. En Nouvelle-Zélande, ils suppriment le curriculum, même dans l'enseignement formel. Donc, associer enseignement formel et curriculum, dans notre culture c'est vrai, mais dans d'autres cultures ça ne fonctionne pas. D'ailleurs ils n'ont pas de mauvais résultats à PISA, on pourrait utiliser la valeur de PISA aussi, c'est autre chose. Et donc la reconnaissance formelle, ça passe à travers un établissement, on peut avoir un dépôt, un certificat, mais on peut aussi avoir un badge. Hein. Un badge, ce qui est intéressant dans un badge, c'est le fait que c'est vérifiable. C'est ça un des principaux intérêts du badge. C'est-à-dire qu'on peut vérifier que la personne qui a reçu le badge, c'est bien la personne qui l'a reçu, que celui qui l'a émis, c'est bien l'établissement ou l'entité qui a émis le badge. Donc c'est intéressant d'avoir un outil qui est vérifiable. Aujourd'hui, quand vous mettez un diplôme, vous avez pu utiliser Photoshop. Là, il n'y a pas le moyen d'utiliser Photoshop avec un badge. Bon, dans la version actuelle, on peut un peu tricher. Dans la version suivante, ce ne sera absolument pas possible, parce qu'on utilisera la signature électronique. D'ailleurs, qu'on peut utiliser déjà aujourd'hui, mais c'est qui est très très peu utilisé dans les systèmes actuels. Et donc, vous avez travaillé cet après-midi sur les badges,
quand on parle de reconnaissance, j'ai créé ce petit tableau-là pour se rendre compte de la surface de la reconnaissance. Hein. Alors, peut-être c'est un petit peu caricatural, mais des fois, il faut le faire, ça aide au moins à engager la conversation. Donc, la reconnaissance non formelle, elle est plutôt centrée sur une communauté. On parle souvent de la personne, mais la personne n'existe pas en dehors d'une communauté. La reconnaissance se passe au sein d'une communauté. Et donc, on va pouvoir avoir des reconnaissances avec des badges qui sont très très différents les uns des autres. Là, j'ai parlé de badges de rêve. Oui, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un badge en disant je veux aller sur la Lune? C'est une déclaration, ça correspond à son identité, parce que son identité, ce n'est pas simplement d'où on vient, comme voudraient nous le faire croire certains politiques, mais c'est aussi où on veut aller. L'identité française, elle s'est créée. L'identité de la République, elle s'est créée, elle n'existait pas à l'époque de Clovis. Donc l'identité, c'est quelque chose qui se construit, c'est une construction, c'est une invention. Jean-Claude Kaufmann, il parle de l'invention de soi. Donc, pensez aussi à des badges qui non seulement décrivent le passé, des badges de compétences décrivent le passé, avec peut-être un pari sur l'avenir, mais on peut aussi avoir des badges qui soient des badges qui sont tournés entièrement vers l'avenir. Donc vous avez toute une gamme à explorer. C'est pas pour dire que ceux qui sont en bas à gauche sont pas bons, non, il faut un tout. On a aussi un cerveau reptilien, on a un néocortex, un cerveau reptilien, on a besoin de tout pour fonctionner, donc j'ai rien contre les badges de compétences, mais ce serait dommage de se limiter simplement aux badges qui représentent le passé et dans une reconnaissance purement formelle. Je vais donner la parole à quelqu'un que vous connaissez peut-être, André de Peretti. Ma première remarque, c'est le mot lui-même, connaissance. Mon ami Paul Claudel avait enlevé un N et mis un tiret, c'est la connaissance. On vit avec. On est NAIT avec. Et donc, il y a ce problème qui amène à penser. Beaucoup de gens ne sont pas suffisamment reliés à eux-mêmes et reliés aux autres, ce qui fait qu'ils n'ont pas une suffisante fermeté de leur personnalité. Et donc, c'est tout le problème qui est joué ailleurs, mais partout, par l'évaluation. L'évaluation, étymologiquement, c'est faire sortir les valeurs. On est lié à ce moment-là à la reconnaissance de ce que l'on a acquis, de ce que l'on a pu faire, de ce que l'on a pu devenir, des personnalités, des idées, des thèses avec lesquelles on a pu vivre. Vous pouvez retrouver l'interview complète d'André de Peretti sur le site du Congrès mondial pour l'apprentissage, le CMA. Il y a les références qui sont en bas. Mais je pense que c'est le jeu de mots entre connaissance et l'idée que la reconnaissance est quelque chose qui est symétrique. On est ensemble. La reconnaissance, c'est pas forcément une autorité qui reconnaît quelqu'un d'ordinaire, mais c'est quelque chose, c'est un échange, la reconnaissance. Et ça, je pense que c'est intéressant quand on va aussi concevoir des dispositifs de badge. Alors, j'ai parlé des badges, je n'ai pas montré encore ce que c'était. Un badge, c'est très simple. Un badge, c'est une image. C'est une image. Donc un fichier PNG, pour être technique, ou un fichier SVG. Voilà. Donc un fichier vectoriel. Et la capacité, ce qui est intéressant avec ces fichiers-là, c'est qu'on peut mettre des métadonnées. Donc on va pouvoir rentrer des informations. Et quelles sont les métadonnées qu'on va rentrer dans le badge? Eh bien, il y en a un peu plus que ça, mais les plus importantes, c'est l'émetteur, le récepteur, les critères d'attribution du badge et éventuellement l'épreuve. Il n'y a pas toujours l'épreuve, mais c'est prévu de mettre l'épreuve. C'est-à-dire on peut avoir un badge et puis mettre l'épreuve après coup. Enfin, ça dépend du dispositif qu'on a mis en place. Donc, un badge, c'est une forme d'endossement. Un badge, c'est une déclaration de confiance.
l'émetteur du badge déclare faire confiance à la personne à qui le badge est remis, sur la base de critères. Hein. Critères, ça peut être un référentiel de compétences, ça peut être la participation à cet événement. Et sur la base de preuves. Et voilà, c'est tout ce que c'est qu'un badge. Une image et des métadonnées. Donc c'est quand même formidable, quoi. On n'a jamais eu un outil pareil. Ce qui fait que le badge, c'est quelque chose qui est très robuste. Parce qu'une fois qu'on a reçu le badge, bah, il est à nous. Et donc on peut en faire vraiment ce qu'on veut, on peut le mettre où on veut, on peut le mettre à la poubelle, y compris si on souhaite. Donc cet après-midi, vous allez avoir un canevas comme ça qui va vous permettre de réfléchir, de poser les différents éléments d'un badge. Donc vous voyez, il y a des points rouges pour les choses qui vont être dans le badge. Il faut penser que le badge, c'est un écosystème. Hein, parce que c'est bien beau de faire un badge, mais il faut qu'il serve à quelque chose. Donc il faut penser aux gens qui vont émettre le badge, ou aux gens qui vont aussi lire le badge. Donc, comment est-ce qu'on conçoit un badge? Ben, au départ, c'est très simple. Hein, on choisit une image, il faut concevoir une image. Et puis, on met des critères dedans. Voilà, la conception d'un badge, c'est ça simplement, hein, au départ. Donc, on peut créer un badge. Donc, une école peut créer un badge en disant, voilà, pour obtenir ce badge-là, il faut satisfaire tel et tel critère. Voilà. Et là, on a créé ce qu'on appelle une classe de badge, ou le moule, qui va nous permettre ensuite de fondre des badges. Et puis, pour créer un badge, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, au moment de la création, hein, on l'a conçu. Pour le créer, ben, ce qu'on fait, on rajoute des données dedans. Ben, quel est l'émetteur? Parce qu'on peut avoir un badge qui peut être émis par plusieurs institutions, par exemple, hein, plusieurs personnes. Qui est le récepteur? Voilà. Quand on crée un badge, c'est ce qui se passe. Et puis, ben, une fois qu'on l'a créé, ben, on l'émet, on l'envoie. On peut notifier quelqu'un par un courrier électronique, par exemple, ou si quelqu'un a un passeport, en allant sur son passeport, la personne va pouvoir voir qu'il y a un badge qui l'attend. Alors, moi je dis, un badge, ça prend 5 minutes à créer. Donc là, je vous montre, Philippe le montrera plus en détail par la suite, hein, comment ça se passe quand on veut créer un badge. On va sur une plateforme de badge, on dit, je veux créer un badge, voilà. Si on a déjà l'image, ben, on télécharge l'image. Et puis, ensuite, ben, on rajoute les critères. Voilà les créations du badge, on met les critères. Voilà les critères, ça c'était un badge que j'ai fait pour un projet européen autour de l'accessibilité de l'éducation pour les adultes. Et là c'était un badge pour les experts, avec l'idée que il fallait trois personnes qui aient déjà un badge pour qu'elles puissent... Pour obtenir le badge, il faut qu'il soit validé par 3 personnes qui ont déjà ce badge-là. Donc la plateforme Open Badge Factory permet ce genre de choses-là, par exemple. Donc, pour obtenir le badge, il y a quelque chose qui est intéressant, et ça on s'en est aperçu depuis quelques temps, c'est que on a de bien meilleurs résultats lorsque c'est la personne qui va demander le badge plutôt que quand on lui envoie. Quand on lui envoie, souvent, elle le néglige, alors que si elle va le demander, il y a beaucoup plus de badges distribués par la demande que quand on les envoie vers les personnes. Et après ça, on peut rajouter, là on ne voit pas très bien, mais on peut rajouter un formulaire hein, dans lequel les gens peuvent écrire des choses, ils peuvent télécharger des documents. Là par exemple, ce que j'ai demandé, c'est qu'ils compilent un fichier PDF avec les preuves, comme quoi ils ont bien les éléments qui justifient l'émission du badge ou l'acceptation par la communauté d'experts du badge. Et donc, une fois que lorsque le badge a été émis, on va dans une autre application aujourd'hui, parce qu'on en a encore 2 là, on va dans son passeport, et puis, et donc si je vais voir donc j'ai reçu mon badge, hein, qui est le badge AMA Expert, et puis la question qu'il faut se poser maintenant, c'est à quoi il peut bien servir le badge. Alors ça, c'était le problème qu'on a depuis un bout de temps, c'est on donne des badges, et il y a l'expression anglaise qui est spray and pray, hein, on arrose et puis on espère qu'il va se passer quelque chose.
Alors des fois, moi, je me moque un peu gentiment des gens en disant c'est bien, vous allez pouvoir présenter vos badges à votre grand-mère, ça va lui faire plaisir, mais bon, vous allez pouvoir les mettre dans LinkedIn, dans Facebook, mais qu'est-ce que vous allez vraiment pouvoir faire avec le badge? Donc le grand manque qu'il y a aujourd'hui autour des badges, c'est celui de l'application. Mais j'avais gagné un prix avec la Fondation MacArthur pour développer justement l'Open Badge Passport, et une des premières applications à laquelle nous avons pensé, c'est se dire que toutes les personnes qui ont le même badge, bah, elles font partie d'une communauté. Donc on peut utiliser le badge un peu à la manière d'une liste de diffusion ou d'un hashtag sur Twitter. Et donc aujourd'hui, quand vous recevez un badge dans votre passeport, là vous voyez, il y a un badge, c'est le badge qu'on a mis en place, on parlera de Bologna Open Recognition Declaration, donc les gens qui ont signé la déclaration, qui soutiennent l'idée de la reconnaissance ouverte. Ben voyons, il y a une communication, un dialogue qui s'établit autour du badge. Alors c'est très, très fruste pour le moment, hein, mais c'est cette idée que quand on reçoit un badge, on va pouvoir avoir un usage, une application immédiate de son badge, et pas attendre simplement, peut-être dans 3 ans, de montrer à un employeur potentiel, mais il y a une valeur d'usage immédiate du badge pour créer une communauté. L'intérêt, c'est que là, on a des conversations qui sont privées au sein de la communauté des gens qui ont reçu le même badge. Les spécifications, donc les badges sont fondés sur une spécification, c'est une spécification ouverte, et là il y a une nouvelle spécification qui vient de sortir, c'est la 2.0. Alors qu'est-ce que permet la 2.0? Plusieurs choses, mais je vais vous montrer ce qui, de mon point de vue, sont les plus importantes. Celle-ci permet de vraiment mettre en place ce qu'on appelle l'endossement. Au tout début des badges, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir donner de la crédibilité aux badges? Donc l'idée d'endossement, c'était celle de... pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas endosser une classe de badge par le MIT ou la NASA ou par le conseil régional, par exemple. Donc, on a un badge particulier qui est endossé par une autorité. Donc, on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce que la personne qui a reçu le badge ne pourrait pas aussi se faire endosser directement? Moi, j'ai reçu un badge. Ce que je voudrais, c'est que les pairs avec lesquels j'ai travaillé, ou mes clients, si je suis un artisan, puissent endosser mon badge. Et donc là, maintenant, c'est intégré dans cette spécification. On a la possibilité, mais il faut que ce soit mis dans les plateformes, bien sûr, que si vous avez reçu un badge, je vais pouvoir endosser votre badge, ou quelqu'un d'autre va pouvoir endosser votre badge. Alors, ce qui est intéressant avec l'endossement, c'est qu'on va pouvoir créer ce type de réseau-là. C'est-à-dire qu'avant, si vous réfléchissez, on avait l'émetteur du badge et les récepteurs du badge. Donc on avait un système en étoile. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on disait souvent, de façon erronée, on disait le badge, c'est centré sur l'apprenant. Non, c'est pas centré sur l'apprenant, le badge tel qu'il est au départ. C'était centré sur l'émetteur du badge. C'est l'émetteur du badge qui était au centre et l'apprenant qui était à la périphérie. Là, on peut vraiment avoir l'apprenant qui est vraiment, même pas au centre, parce que dans un réseau, il n'y a pas de centre. On rentre directement dans un réseau et on peut créer son réseau. C'est ça qui est intéressant. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est mettre en place, excusez-moi, je l'ai laissé en anglais, c'est l'idée de workflow. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on émet un badge, il y a quelqu'un qui va concevoir un badge, et puis l'émetteur du badge, il va regarder le badge, les preuves qui ont été apportées, il va apporter son sou, et il va émettre le badge. On crée un badge, on conçoit un badge, on le crée, et puis on le donne à la personne. Ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est si on pouvait avoir un vrai workflow, c'est-à-dire que je pourrais demander le badge avant qu'il soit attribué. C'est-à-dire je demande ce badge-là, donc je peux afficher que j'ai demandé ce badge-là. Je ne l'ai pas encore, il n'a pas encore été validé. Et ensuite, c'est comme une signature, une série de signatures. On peut faire signer par un évaluateur, ensuite par un vérificateur, ensuite par une autorité. Et donc, on va être capable de mettre en place cette logique de workflow, qui est très très bien, par exemple, pour des approches compétences. Moi, j'avais travaillé sur la mise en... Dans les années 80, j'avais créé un cabinet de conseil
pour essayer d'importer en France, je ne sais pas si vous connaissez le système anglais des National Vocational Qualifications, où il y a des référentiels de compétences qui permettent de bâtisser son portfolio, un portfolio papier à l'époque, et on a porté son portfolio pour le faire valider. Eh bien, il y a tout un workflow, c'est-à-dire que au départ, je crée mon portfolio, ensuite il était visé par un assesseur, par un évaluateur, qui était ensuite validé par un vérificateur interne, assurance qualité, ensuite qui était validé par une autorité de certification, un awarding body en anglais. Et donc il y avait un workflow pour la délivrance de la qualification. Donc, on va pouvoir faire la même chose jusqu'à l'endossement, c'est-à-dire que la vie du badge ne s'arrête pas une fois qu'il a été émis. On va pouvoir continuer d'enrichir le badge en agrégeant des endossements autour du badge, en faisant un peu, comme je dis souvent, comme un Tamagotchi. Vous vous souvenez, les Tamagotchi, il fallait les nourrir. Si vous ne les nourrissiez pas, ils mouraient. Eh bien, avec le badge, on va pouvoir faire quelque chose d'un petit peu similaire. Ensuite, ce qui est une autre caractéristique dans la nouvelle spécification, c'est la notion de parcours. On va pouvoir flécher des parcours. Alors, on va pouvoir avoir des parcours qui vont être prédéfinis, mais on peut avoir aussi des parcours qui vont se créer de façon dynamique. Hein. On pourra regarder une personne, regarder qu'est-ce que cette personne fait, et regarder quel est le parcours de cette personne. Et souvent, pour un métier donné, la personne a pu passer par plusieurs chemins. Et là, j'avais trouvé cette photo, c'était une exposition qu'il y a eu à Rennes il y a quelques années, et cette personne-là, je trouve que c'était magnifique. Parce que c'est intéressant, un parcours, simplement un parcours de ville. Un parcours de ville, ça dit des choses sur la personne. Et là, cette personne est passée à Caen, donc j'ai mis, mis un badge de la Normandie. Parce que elle n'est pas encore au courant. Elle n'a pas demandé. Voilà, elle est endossée. Et l'autre chose que j'espère on va pouvoir faire, et je pense que ça fera partie du projet d'adjoint à la Normandie, c'est cette idée que comment est-ce qu'on va pouvoir rendre visibles les compétences qu'on a sur un territoire. On a des données dans le badge, on a plein de données, on ne sait pas, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on était trop paresseux pour les exploiter. Le problème du badge, pour tout dire, j'en choquais certains, c'est que c'est entre les mains d'éducateurs. Donc les éducateurs, ce qui les intéresse, c'est on va émettre un badge et puis après, c'est votre problème, débrouillez-vous. Ce qui manque, c'est des entrepreneurs qui vont se dire on a cette source de données qui est absolument magnifique, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et on peut s'en servir, même comme éducateur, on peut s'en servir en faisant ce qu'on appelle learning analytics, on peut analyser les données et peut-être s'en servir aussi pour bâtir de façon dynamique des parcours d'apprentissage. Alors il y avait le badge 2.0, il va y avoir le badge 3.0, et j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble là-dessus. C'est l'idée, vous avez parlé du badge, de la capacité de pouvoir endosser un badge, mais qu'est-ce que c'est qu'un endossement finalement? C'est donner crédit à quelque chose qu'on est capable d'identifier. Hein, un badge, il est identifiant. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas endosser une organisation? Pourquoi on ne pourrait pas endosser une machine? Enfin, pourquoi on ne pourrait pas endosser un lieu? Parce qu'après tout, ce qu'on endosse, c'est quelque chose qui a une adresse. Donc, sortons simplement du cadre éducatif et imaginons qu'on peut endosser d'autres choses. Et donc, on peut imaginer d'autres architectures issues du badge. Hein, c'est les mêmes métadonnées qu'on a dans le badge, sauf que on va être capable de créer des services, des applications autour de ça, et on commence à travailler à ça, notamment dans le cadre du projet badge en Normandie. Alors, Philippe m'a demandé de parler de l'international, quelques points, simplement des illustrations. Il y a le projet Badgecraft. Badgecraft, ils ont développé leur propre plateforme de badge, et ils sont impliqués dans plusieurs projets. Là, c'est un projet qui est un projet citoyen. Donc ils ont utilisé les badges pour reconnaître les capacités citoyennes. Donc c'était des jeunes qui s'étaient réunis, voilà, et donc ils ont créé un certain nombre de badges, des badges qui ont été créés par les participants, par les partenaires du projet et aussi par Badgecraft. Donc ça c'est un usage des badges.
En Italie, l'ensemble des universités sont réunies dans un consortium qui s'appelle Cineca, qui a créé une plateforme qui s'appelle Bester. Et avec Bester, ils commencent à délivrer des badges pour les universités. Donc là, c'est plutôt dans le troisième cycle. Il y a d'autres projets européens, par exemple, autour de l'employabilité. Un projet intéressant qui a été développé par Sellor en Belgique. Sellor, c'est l'organisme qui s'occupe du recrutement des agents publics. Et vous voyez, ils ont même gagné un prix. Donc ils ont utilisé les badges. Alors, Sellor fait passer, il faut passer des tests pour le recrutement, comme nous avons des concours. Et lorsque nous étions à Bruxelles ensemble avec Philippe, on a rencontré les gens de la ville de Gand qui réutilisent. Donc il y a des badges qui sont délivrés au moment où les tests sont passés. Et imaginez un petit peu avec tous les concours qu'on a, si à la fin d'un concours, c'était pas simplement reçu, recalé, et puis non, vous n'avez pas de poste, mais on vous donne une reconnaissance de la participation au concours. Là, c'est exactement ce que font les gens de Sellor en Belgique. Et alors là, un exemple qui est quand même assez intéressant, c'est celui d'IBM, puisque alors là, ça c'est IBM qui travaille avec ses clients. À la prochaine conférence que nous avons à Bologne en octobre, il y aura IBM qui utilise les badges en interne. IBM en interne a supprimé son référentiel de compétences. Maintenant, tout est fonction de badge. C'est entièrement sur les badges. Donc ça c'est quand même intéressant parce que j'ai développé des référentiels de compétences, je sais comment ça se passe, je pense qu'on en aura encore besoin, mais ça prend du temps pour les mettre à jour. Un référentiel de compétences, il faut que ça dure au moins 5 ans, puis on va les réviser. Là, avec les badges, on est capable en temps réel de sortir une cartographie des compétences qui sont nécessaires à une organisation. Et là, ils l'utilisent pour les formations, et les résultats sont quand même assez intéressants. Ils ont augmenté de 129% l'inscription au cours. Ils ont augmenté de 226% les gens qui allaient jusqu'à la fin du cours et qui allaient passer les tests. Donc c'est intéressant. Cette petite chose qui est le badge, c'est rien, c'est simplement une image. Alors c'est pas que les gens travaillent pour les bons points, mais c'est que la reconnaissance, c'est l'élément qui est vraiment motivant. Donc quand on parle de badge pour la motivation, moi je me méfie beaucoup de ça, je me méfie beaucoup de l'idée de motivation extrinsèque. Je pense que la motivation, il faut baser les badges sur la motivation intrinsèque. Et qu'est-ce qu'il y a plus intrinsèque que le désir de reconnaissance? Puis il y a un projet, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est Badge en Normandie. Je pense que c'est vraiment un exemple à suivre et qui va faire parler de lui dans le monde entier. C'est le début. Donc j'avais commencé sur la reconnaissance, je termine avec la reconnaissance. En octobre dernier, nous étions à Bologne pour la conférence Portfolio Open Badge. Cette conférence existe depuis 2003 et on a commencé à Poitiers, La Rochelle, ensuite on est parti au Royaume-Uni. Nous étions en Italie, à Bologne, et puis vous avez entendu parler de la déclaration de Bologne, pour créer un espace pour l'enseignement supérieur. Et on a dit, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas à jour la déclaration de Bologne? Et donc on a écrit la déclaration pour une reconnaissance ouverte, que ça ne s'adresse pas simplement à l'enseignement supérieur, mais que c'est vraiment qu'on crée une architecture pour la reconnaissance de toute forme d'apprentissage, d'activité, etc. Donc là, on l'a traduite en français. Oui, là c'est en anglais, désolé. Et donc on travaille à la mise en place d'une association internationale, un peu Recognition Alliance. Pour l'instant, c'est un réseau informel. On est en train de le formaliser dans la création d'une association européenne et d'une association française. On a le nom de domaine déjà, qui s'appelle Reconnaître, reconnaître.fr. Le nom Reconnaître, on l'a choisi un petit peu je ne sais pas si vous vous souvenez, les années 70, il y avait Lise Sureau qui avait créé cette association qui s'appelait Retravailler. L'idée, c'était des femmes qui étaient à la maison, des femmes au foyer qui, après avoir élevé les enfants, retournaient au travail.
On disait, mais qu'est-ce qu'elles savent faire? Ben oui, il y a plein de compétences qu'elles avaient développées en étant au foyer. Donc l'idée, un mot très simple comme reconnaître en hommage au travail qui était fait à l'époque par Edith Thureau, qui était aussi un travail de reconnaissance. Retravailler, c'était une organisation centrée pour la reconnaissance. Et donc, si en 2016, on avait une conférence à Bologne, on l'a toujours en 2017, mais on veut aussi lancer une journée internationale de la reconnaissance, qu'on appelle Open Recognition Day, qui sera le 25 octobre, le premier jour de la conférence de Bologne. Voilà. Merci. Alors c'est l'heure des questions dans le public. On va avoir 2 micros qui tournent. Y a-t-il des questions dans le public? Posez à Serge. Est-ce que vous avez tout compris sur les badges? Bonjour. Moi j'aurais voulu savoir demain quelle valeur de toutes ces reconnaissances de compétences à travers les badges dans le cadre de la validation des acquis d'expérience. Est-ce qu'un transfert pourra se faire? Pas? Bah, ça, il faut demander aux autorités qui sont en charge de la VE. C'est à elles de décider. Aujourd'hui, la VE, malheureusement, c'est un processus très bureaucratique. Donc, si on mettait en place un processus un peu plus ouvert, ce qui est intéressant avec le badge et avec les possibilités qu'on a maintenant avec l'endossement, c'est qu'on peut peut-être mettre sur un pied d'égalité la reconnaissance formelle qu'on a dans la VE et la reconnaissance informelle. Là, on a un champ à explorer. Et si la VE ne suit pas, si elle ne s'ouvre pas plus qu'elle l'est aujourd'hui, bah peut-être que ce sera un chemin alternatif que les gens prendront. Là, on leur donne les outils pour créer. C'est vraiment la notion de... Ils ont le pouvoir de reconnaître les autres. Donc on peut même... L'expérience que je fais comme ça, on peut tous faire, c'est imaginons qu'on ne puisse pas demander un badge, qu'on puisse simplement reconnaître les autres. Il y a bien un moment donné où ça va revenir vers nous. Et donc peut-être que vous avez entendu parler des compétences clés, du cadre des compétences clés européen, et je soumets cette réflexion à votre sagacité, c'est pourquoi est-ce que la reconnaissance ne fait pas partie des compétences clés? Savoir reconnaître, ça devrait faire partie des compétences. La capacité de reconnaître. Et à partir du moment où... Et pourquoi est-ce que reconnaître n'est pas dans les compétences clés? C'est peut-être parce qu'on pense que la reconnaissance doit passer par une autorité et pas par les personnes elles-mêmes. Donc, moi, ce que je vous engagerais, c'est de réfléchir sur cette idée de donnons aux gens le pouvoir de reconnaître. On l'a de toute façon, mais rendons-le effectif et inscrivons la reconnaissance dans l'ensemble des compétences clés. C'est peut-être une compétence sous-jacente à l'ensemble des compétences clés. C'est peut-être la première compétence qu'on devrait reconnaître. Parce que même si je ne suis pas médecin, je peux peut-être reconnaître un médecin quand même. C'est bien qu'elle soit reconnue par ses pairs, mais dans sa pratique, c'est aussi moi le client qui suis peut-être à même de valider le transfert de ses compétences sur moi et mes proches. Regardez. Soyez pas timide. J'ai une question de naïf. Je pense que j'ai pas tout bien écouté. Je voudrais que tu nous réexpliques ou que tu nous réexpliques la notion d'endossement. Je n'ai pas bien compris cette notion. Alors, endosser, c'est reconnaître. C'est reconnaître quelqu'un pour... ça peut être pour une compétence, ça peut être simplement pour dire je te fais confiance. C'est la notion d'endossement. Quand tu reçois un chèque, tu l'endosses. C'est-à-dire que on t'a donné quelque chose,
Enfin, tu le tournes, tu le signes et tu le déposes. Eh bien, c'est ce qu'on peut faire avec les badges aujourd'hui. On peut les signer au dos. La seule chose, c'est que c'est non seulement la personne qui le reçoit qui peut le signer au dos, mais c'est d'autres personnes qui peuvent signer au dos du badge pour dire c'est un bon badge. C'est un bon badge ou cette personne a raison d'avoir ce badge? Oui, cette personne a raison D'accord, d'avoir ce ça veut badge. dire que c'est tiens, elle m'a été délivrée par telle ou telle personne, mais finalement il y a d'autres personnes qui C'est vont- mérité. Ah bah oui, c'est mérité C'est parce mérité. que franchement j'ai eu affaire à cette personne et en effet je reconnais aussi. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Merci. Mais pardon, on peut aussi, Serge, reconnaître que c'est un bon badge. Alors, oui, alors ça, Après. c'est-à-dire qu'on fait la différence entre une classe de badge, le moule avec lequel on fait tous les autres badges, et là on peut effectivement endosser le moule, en disant c'est une bonne fabrique de badge. On peut aussi endosser la personne qui donne les badges. On peut endosser l'organisation, on peut endosser tout le monde. Pardon. Bonjour, donc j'avais une petite question. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut intégrer les entreprises dans le projet, puisque en fin de compte, il y a la formation initiale et ce que proposent les différentes formations que peuvent être proposées par des centres de formation, mais il existe également les compétences que l'on acquiert, les compétences professionnelles qu'on acquiert au sein d'une entreprise. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas un risque, voilà, c'est une possibilité, d'avoir du coup une profusion de compétences qui parfois ne correspondent plus à grand chose parce que ça sera au final sans doute les chefs d'entreprise. Je prends un exemple tout à fait concret, par exemple quelqu'un qui fait un apprentissage dans une pâtisserie et puis qui souhaite un petit peu, par exemple, changer de région mais qui souhaite toujours travailler dans la pâtisserie. Est-ce que le chef d'entreprise va être amené à écrire lui-même sur ses open badges et auquel cas, qu'est-ce qu'il va écrire? Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne va pas avoir une flopée d'intitulés dans tous les domaines possibles? Oui, c'est un problème. Ça veut dire que peut-être qu'il faut que les chambres des métiers proposent aussi une taxonomie pour des badges pour les compétences qui sont de leur métier. Donc ça peut être une façon de faire. Mais il y a une autre façon aussi de raisonner, qui est de se dire, l'approche que nous avons jusqu'à présent du recrutement, c'est une approche analytique. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà les compétences dont on a besoin, et puis on va essayer de soi-même décrire ces compétences, et puis de mettre en relation les deux. Il y a peut-être une autre façon de faire, qui est une approche analogique, en disant, je souhaite quelqu'un comme vous, par exemple. Et qu'est-ce qui vous définit? Ce n'est pas simplement vos compétences, ce sont vos relations, les reconnaissances que vous avez par un maître de stage, par un employeur, les publications que vous lisez, les forums auxquels vous êtes abonné. Et donc c'est cet ensemble, c'est cette information-là qui va vraiment définir votre identité plus que simplement les compétences. Donc il est possible, ça il faut faire des essais pour ça, on puisse simplement recruter des personnes en pointant du doigt un modèle, en disant c'est ce type de personne-là dont j'ai besoin. Sans nécessairement aller fouiller dans le détail des compétences de la personne. Et à la fin, s'il y a des mots différents qui sont utilisés, des référentiels un peu différents, peut-être que ce sera un peu secondaire. Parce qu'à la fin, vous serez quand même capable, si vous voulez embaucher quelqu'un qui est pâtissier, la personne elle aura bien quelque part des preuves de ses activités. Et c'est là peut-être où il faut réfléchir par rapport au badge, c'est-à-dire qu'on pense souvent au badge de façon abstraite en disant un badge va décrire des compétences. Mais on peut parfaitement imaginer des badges qui soient simplement des badges de réussite. En disant j'ai fait telle chose, j'ai fait tel chef-d'œuvre, j'ai fait tel. Et donc tous ces badges-là montrent le travail qui a été réalisé. Et on peut inférer des badges de compétences à partir de ces réalisations-là. Et donc on n'est pas. Je pense qu'il faut regarder le badge de façon comme des traces qu'on construit de ces apprentissages. Et dans les traces de ces apprentissages, il y a l'ensemble des produits que nous avons faits au cours de nos activités professionnelles. Donc,
les relations qu'on a avec ses clients, les relations qu'on a avec ses pairs, tout ça, c'est un tissu d'informations qu'on va être capable d'utiliser. Et là, on a besoin de gens qui savent faire de l'analyse de données pour nous bâtir des cartographies. On va pouvoir placer les gens. Et LinkedIn fait un petit peu ça, le fait mal aujourd'hui, mais LinkedIn va dans cette direction-là, d'essayer de cartographier en plaçant les gens par rapport à leur place dans un réseau. Si on prend les théories de Wenger sur les communautés de pratique, et bien les gens qui sont les experts, les gens qui sont les apprentis, et on voit très bien, on sait très bien situer les uns par rapport aux autres en faisant de l'analyse de données. Donc c'est une façon de faire. Donc pas forcément mettre des cadres très stricts. Je pense qu'il en faut, c'est intéressant d'avoir des cartes comme des référentiels de compétences pour se repérer, mais à la fin ce qui va compter c'est la production de la personne, ses relations avec les autres, et puis son parcours, parce qu'on a souvent tendance à regarder les choses de façon statique et pas de regarder les choses de façon dynamique en regardant comment est-ce qu'une personne a évolué à travers le temps. Et ça, le badge, hein, comme marqueur, comme on a vu tout à l'heure avec cette femme qui traçait les villes par lesquelles elle était passée, on peut faire la même chose avec ses réalisations professionnelles. Et donc montrer un parcours, une évolution, de regarder la dynamique, donc être plus dans la dérivée que dans l'intégration. Juste vous présenter, D'accord, donc moi je suis Clément Georges, chargé de mission entreprise au sein de l'interprofession de la filière forêt-bois de Normandie. Donc on s'appelle Profession Bois. Voilà. Ça parle Isabelle. François. Oui, parce que quand même, moi j'ai quand même le regard aussi de l'institution, et que même si on essaye de faire des choses qui débordent un peu des cadres institutionnels, à un moment donné, il va bien falloir qu'on revienne un petit peu dans le cadre de l'institution. Et moi, la seule question que j'ai par rapport au badge, c'est la falsification, parce que je sais que c'est ce qu'on va me demander. Je n'ai aucune retenue sur les compétences formelles, informelles, l'évolution dans le temps. J'utilise LinkedIn, donc les espèces de compétences qui sont déclaratives, endossées par les autres. On peut très bien voir le parcours des gens, etc. Par contre, je sais que moi, ce dont on va me parler, c'est de la certitude que l'on a, si on délivre un badge, qu'il ne sera pas falsifiable par la personne qui va le recevoir. Alors, on peut en penser ce qu'on en veut, c'est la demande qu'on va avoir. Donc, actuellement, je n'ai aucune compétence personnelle et je vais parler de choses que je ne connais pas. Moi, je m'intéresse très près à la blockchain et à la façon, l'infalsificabilité des métadonnées qui sont certifiées par la blockchain. Donc, je parle de choses que je ne connais pas et que je ne comprends pas. Mais en tout cas, cet aspect-là va être important pour nos communautés, si on veut pouvoir délivrer des badges, y compris des badges sur des compétences informelles, puisqu'on va quelque part se dire, là je vais parler de moi, on va dire uniquement certifie que la personne X qui est passée dans nos murs, on certifie qu'elle a acquis telle compétence, qu'elle a fait telle chose, peu importe, mais je pense que les institutions ne vont pas aimer qu'une personne Y reprenne le badge de la personne X, le traficote et se le mette. Parce que quand on délivre un diplôme, certes, on a tout un process numérique désormais pour aller jusqu'à la délivrance du diplôme, mais n'empêche que le diplôme qui est délivré, c'est sur le papier de l'imprimerie nationale, on peut le vérifier, il y a les marqueurs bidules, etc. Et quelqu'un qui dit j'ai eu un master de l'université de Caen et qui ne l'a pas, on peut prouver qu'il ne l'a pas. Quelqu'un qui dit j'ai eu le badge machin délivré par l'université de Caen, est-ce qu'on pourra dire non, nous on n'a pas délivré ce badge-là. Oui. Alors, c'est pas une question qui est vraiment personnelle, parce que quelque part, moi je m'en fiche un peu, il y a le parcours de vie, il y a tout ça qui peut venir renforcer, mais ça, c'est une question qu'il va falloir qu'on se pose et à laquelle il va falloir qu'on réponde. J'ai juste profité du coup que j'ai le micro parce que ma question allait quasiment dans le même sens, qui m'évitera que je me présente. Oui, donc je suis François Millet, je travaille pour le Dôme à Caen, où
on réfléchit justement à cette question des badges et puis dans des démarches justement d'action participative avec la population, comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'une personne participe à des actions, donne de son temps et contribue à des choses. Donc c'est un sujet au cœur de nos préoccupations. Et effectivement, je pense que dans les quelques questions qui ont émergé depuis tout à l'heure, ça se pose la question de la confiance en fait. C'est ça, le mot n'avait pas été encore lâché. Et effectivement, en entendant votre présentation, j'en discutais avec mon voisin, on voit qu'il y a des échos avec la blockchain, même si on pressent que voilà, c'est à juste titre ou à mauvais titre, on entend beaucoup parler de la blockchain en ce moment, et pourtant on pressent qu'il y a un autre état d'esprit, même une autre philosophie que celle de juste cette question de blockchain, de confiance, de bloc à bloc là-dessus. Donc voilà, cette question de la confiance et de comment justement les badges sont peut-être une alternative même de pensée à ce qui est un petit peu martelé aujourd'hui à la blockchain, ça m'intéresse peut-être de creuser ce sujet-là. Alors, aujourd'hui, les badges sont vérifiables. C'est-à-dire que quand vous émettez un badge, vous gardez une copie du badge chez vous, ce qui fait que lorsqu'on va vouloir vérifier si le badge est authentique, on va pouvoir le comparer avec la copie qui est chez vous. Le problème qu'on a avec ça, c'est que si demain vous n'avez plus de copie, on ne pourra plus vérifier. Donc aujourd'hui, les badges sont vérifiables. Ce qu'on peut faire, on le fait déjà avec le badge, mais c'est très peu utilisé, c'est ce que je vous montre là. Et c'est la technologie qui est utilisée par les blockchains, et sans être de la blockchain. C'est ce qu'on appelle l'encryptage asymétrique, la signature électronique. Qu'est-ce que c'est que l'encryptage asymétrique? C'est-à-dire que tout le monde possède une clé publique et une clé privée. Alors, ce qui est un peu arrondi, c'est public, ce qui est un peu plus carré, c'est privé, dans le dessin. Ce qui est anguleux, c'est privé. Donc, tout le monde possède une clé privée et une clé publique. D'accord? Donc, si vous voulez émettre un badge, vous prenez le badge avec les métadonnées, c'est ce que vous avez ici, et puis bon, on oublie ça. Ce que vous faites simplement, c'est que vous l'encryptez en utilisant votre clé privée. Plus exactement, ce que vous faites, c'est que vous l'encryptez et vous ajoutez le résultat de ce qui a été encrypté à votre badge, et c'est la signature. D'accord? Comment est-ce qu'on va pouvoir vérifier que le badge est authentique? Eh bien, on va simplement comparer la signature en utilisant la clé publique de celui qui a émis le badge, et on va comparer si c'est égal, si c'est la même chose. Donc, si on a fait la moindre modification, c'est donc avant qu'il y ait des... C'est un peu comme GPG. Absolument. Oui, sauf bon, oui, mais c'est le même principe. C'est exactement le principe. Tout le monde a une clé publique, une clé privée. Ce qu'il faut, c'est que les clés privées, on ne l'applique pas. Si on la perd, on peut être embêté, mais il y a des solutions pour ça. Que vous perdez les clés de votre maison aussi, vous êtes embêté. Donc voilà, donc on a la signature. Alors, si vous réfléchissez à ça, imaginez que vous êtes capable finalement de signer tout ce qui existe sur Terre. Voilà. Vous pouvez créer vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez écrire. L'Internet devient un mur sur lequel vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. On peut vérifier si c'est vraiment vous. Et vous pouvez même être complètement anonyme, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs paires privées et publiques. Vous pouvez avoir votre espace complètement caché. On peut imaginer aussi dans un système, imaginez qu'on vit dans un système dictatorial et que vous voulez cacher le fait que vous soutenez un parti politique, par exemple. Vous endossez une personne. Vous pouvez endosser une personne, ce que vous faites, c'est que vous encryptez cette information-là en utilisant la clé publique de la personne à qui c'est destiné. Vous le mettez sur le web, personne ne peut le lire, sauf la personne qui a sa clé privée, qui va pouvoir le décrypter. Donc ces systèmes d'architecture de clés publiques permettent une très très grande flexibilité, à la fois de contrôle de ces données personnelles, parce qu'on se pose souvent la question du contrôle des données personnelles. Avec cette architecture-là, c'est très facile à faire. Et ce sont les technologies qui sont utilisées par les blockchains, cet encryptage asymétrique.
Il y a quelques années, quand on parlait d'architecture de clés publiques, ça semblait extrêmement compliqué, difficile à mettre en place. La blockchain est la preuve de concept que cette architecture à clé publique-privée fonctionne. La seule chose, c'est qu'on n'a pas besoin de blockchain pour faire ce genre de choses-là. Ça peut servir à autre chose, mais certainement pas pour rendre les choses sûres. C'est la signature qui rend les choses sûres. Voilà. Je te remercie, je ne voudrais pas qu'on soit trop technique, parce que tout le monde n'est pas technique, mais ça a l'air sécurisé en tout cas, vu le schéma. C'est confiance. Claudine, je crois qu'il y avait la main en premier. Bonjour, Isabelle Grand, donc directrice adjointe de l'IE-Caen. Donc nous expérimentons les badges. Et la question que je me pose en vous écoutant, c'est est-ce que vous avez connaissance d'expérience d'inscription des badges au RNCP? Non, pas encore. C'est j'ai rencontré les gens des APP, donc les réseaux Qu'est-ce que le RNCP? c'est le référentiel national des certificats professionnels. Certification professionnelle. Le registre national. Merci, registre national des certifications professionnelles. Et donc, alors, ils veulent mettre en place des badges et ils voudraient pouvoir justement mettre certains de ces badges-là, pas tous j'espère, parce qu'à ce moment-là, ils vont rentrer complètement dans le formel, au lieu de rester dans l'informel qui est le cas aujourd'hui. Donc ils envisagent ça effectivement. Et pour le moment, non, pas encore. Merci. Bonjour, Claudine Le Guen, Robillard, enseignement agricole. J'avais une question un petit peu moins technique. Tout à l'heure, là, vous avez parlé du besoin de reconnaissance et qui fondait l'intérêt des badges. Et puis par contre, vous avez évacué assez vite la question autour de la motivation, qu'il ne fallait pas que le badge soit une motivation, moi je traduis soit un petit peu comme étant peut-être une carotte par rapport à une activité. Donc la question que je me pose, c'est dans un monde où on généraliserait comme ça l'ensemble des badges, comment on articule justement une activité dite peut-être désintéressée avec cette vision un peu plus utilitaire des activités. Vous n'avez pas compris ma question. C'est-à-dire comment aimeriez-vous utiliser le badge, c'est ça? Disons qu'une généralisation d'un badge où on reconnaîtrait l'ensemble, tout, et ça rejoint peut-être la question qui était posée tout à l'heure par la personne sur une multiplicité de tout un tas de badges sur tout un tas de choses. Ça pose, je pense, la question de l'activité utilitaire en tant que telle ou de l'activité désintéressée et peut-être le risque de manière généralisée que les gens fassent du coup une activité plus en rapport avec le badge éventuel qu'ils pourraient recevoir que plus sur une formation personnelle ou un intérêt plus d'ordre personnel. Ça, c'est un vrai problème. Toutes les études montrent que quand on remplace les motivations intrinsèques par des motivations extrinsèques, ça détruit la pédagogie. C'est-à-dire c'est la carotte qui devient qui fait bouger les gens. Il y a un très bon livre, on avait fait intervenir dans une conférence, c'était Alfie Kohn qui avait écrit un livre, le titre est assez évocateur, c'est Punished by Rewards, puni par les récompenses. Et même simplement le simple fait de dire bravo, tu as très bien fait. Il y a une étude qui est sortie il y a peut-être 2 ans au Royaume-Uni qui montrait que c'était aussi contre-productif pour les élèves qui avaient des difficultés. Parce que le problème quand on est dans une telle relation, on est dans une relation encore une fois asymétrique, c'est-à-dire qu'on est la personne qui reconnaît et donc et que c'est pas sa propre réussite qui compte, mais c'est la réussite au regard des autres qui compte, selon les critères des autres et pas selon ses propres critères. Je pourrais vous renvoyer sur des études là-dessus. Le livre, si vous lisez l'anglais, il n'a pas été traduit en français, c'est Punished by Rewards. C'est un très très bon ouvrage sur cette question-là. Moi, je pense que ce qu'il faudrait penser au badge comme quelque chose... Il faudrait que ce soit l'innocuité du badge. Voilà. Il faudrait que ce soit sans conséquence. En revanche, ce soit un marqueur. Hein, c'est que, je ne sais pas, si on est... Des marqueurs, oui, on a besoin de marqueurs, qu'on définisse ses propres marques, qu'on donne le pouvoir aux gens
concevoir leur propre marque, qui puissent s'inventer eux-mêmes. Mais si effectivement le badge devient l'élément de motivation, le problème, moi j'ai vu par exemple quand on parlait de microcrédit, eh bien, c'est que l'évaluation va suivre le microcrédit. C'est-à-dire que mardi, on va faire le test qui va permettre d'obtenir le badge machin. Mercredi, on va faire le test qui permet d'obtenir le badge truc. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut se méfier des badges qui sont trop limités dans leur surface. C'est intéressant s'ils sont limités dans leur surface, s'ils font référence à une surface qui est plus large. C'est-à-dire si les personnes se sont engagées dans des expériences un peu plus complètes, un peu plus larges, avec d'autres, qui engagent plusieurs compétences à la fois, et pas simplement une activité autour d'une compétence ou d'un savoir-faire particulier. Donc utilisons les badges comme marqueurs, comme projection de ce qui a été fait, mais pas simplement comme un attracteur sur lequel on va se brûler. On a encore 2 questions. Il y a Monsieur Malo. Oui. Vincent Malo, enseignement agricole Évreux. Une communauté, c'est un ensemble de personnes qui se choisissent et qui se reconnaissent. Est-ce qu'à travers la mise en place des badges, il y a des risques de renforcer des effets de communautarisme? Oui. Renforcer, je ne sais pas, de les rendre plus visibles peut-être, je ne sais pas si on peut parler de renforcement. L'idéal, c'est que le badge nous laisse libre de faire des choses. Donc, on ne va pas pouvoir mettre ça sur le dos du badge. S'il y a des tendances au communautarisme, en revanche, ce qui serait intéressant de réfléchir, c'est comment on pourrait se servir du badge comme élément pour réduire ces risques de communautarisme. Ce qui est intéressant, par exemple, avec les badges, c'est qu'on sera capable peut-être de faire des cartographies. Donc, on va pouvoir le visualiser, ce communautarisme. Donc, on va pouvoir peut-être prendre des mesures qui nous permettront de rendre, de briser ce communautarisme, si c'est une volonté que l'on souhaite. Des mesures qui seraient prises par qui, alors, dans ce cas-là? Des mesures, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à des dispositifs d'apprentissage, de reconnaissance au sein d'une communauté. Peut-être que le communautarisme se crée parce que la reconnaissance se passe au sein d'une communauté et n'existe pas de la part de la communauté extérieure. Le communautarisme, c'est pas toujours les gens qui sont dans le communautarisme même qui sont les premiers responsables du communautarisme. En fait, c'était ça le fond de ma question. Est-ce que finalement, le communautarisme qui se crée parce qu'on manque de reconnaissance globalement dans la société, ou bien est-ce qu'à travers un dispositif comme celui-là, on peut au contraire provoquer des démarches de reconnaissance mutuelle qui consistent en fin de compte peut-être à se replier sur une forme de communauté qu'on a identifiée, quoi. Je sais pas. Quand on parle de... Ce qui m'intéresse dans les pratiques de badge qu'on peut mettre en place aujourd'hui, c'est bâtir des réseaux locaux de reconnaissance. Donc pas forcément des réseaux... On peut faire des réseaux globaux, on peut faire des réseaux locaux, mais un réseau local, ça peut être aussi autour d'un centre d'intérêt, pas forcément géographique. Donc, imaginons qu'il y a un communautarisme qui s'est organisé et qu'il y a des relations de confiance qui existent, parce que c'est ça, des relations de confiance qui existent à l'intérieur de cette communauté. Lorsqu'on va, nous, extérieurs à cette communauté, d'accord, regarder une personne, on va pouvoir voir, non pas une personne qui fait partie, qui est dans un réseau de communautarisme, mais on va pouvoir voir les relations de confiance qui existent à l'intérieur. Comment est-ce que les gens font confiance à cette personne-là? Peut-être comme pour rendre service, comme plombier, comme boucher, enfin... Donc, cette reconnaissance locale peut servir aussi pour l'intégration. Et donc, le communautarisme n'est plus simplement une exclusion, mais en rendant visible ce réseau local de reconnaissance, parce que c'est ça, d'un certain point de vue, on ne le traite plus comme un mal, mais comme une opportunité de voir, de rendre visible cette solidarité qui existe à l'intérieur du réseau et peut-être à nous de l'exploiter au lieu de le stigmatiser.
C'est une hypothèse que je formule, mais je pense qu'il y a des gens plus malins que moi sur ces questions-là qui devraient proposer des bien meilleures choses. On va prendre encore les 2 dernières questions, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Mathieu Debar, je travaille au Dôme, je m'occupe du Fab Lab. Ça n'a que 10 ans. Elles ont été changées. Pas très grave. Il en reste un par ici. Vous voulez bien essayer de... Oui, je peux aussi parler fort, c'est pas la question. Enfin, moi je peux, si c'est enregistré, c'est pas un sujet. Merci. Si on se met en perspective à 10, 20, 30 ans, on peut supposer un bel avenir à cette histoire de badge. Et du coup, je l'espère, enfin en tout cas, dans les valeurs que vous semblez exprimer à travers les badges, c'est quelque chose dont je souhaiterais un développement exponentiel. Et avez-vous donc identifié, à travers un développement exponentiel, quelques dangers, notamment dans le socle de valeurs qui préside à la mise en place des badges? Et que du coup, on se retrouve à échéance de 30 ans, 20 ans, devant une telle profusion et un tel dévoiement que ça pourrait poser quelques questions, quelques problèmes. Je ne sais pas comment répondre à cette question-là, honnêtement. Il y a une autre question un petit peu similaire à laquelle je peux répondre, c'est qu'au début, on avait un badge, 2 badges, 10 badges, 30 badges. Et on se posait la question, mais est-ce que ça peut être embêtant si on a 100 badges, 500 badges? Ça va être un problème. Comment est-ce qu'on va faire avec 300 ou 1000 badges? Et si vous oubliez que c'est un badge et vous dites ce sont des relations de confiance, est-ce que c'est un problème d'avoir trop de relations de confiance? Trop de manifestations de confiance que vous avez reçues ou que vous avez données aux autres. Et ensuite, vous avez pu être trahi, etc. Et donc, peut-être qu'il faut ne pas penser au badge comme image, qui est simplement un moyen technique de mettre les métadonnées, mais de penser que c'est une relation de confiance et qu'il faut peut-être bâtir des systèmes de visualisation qui partent de l'ensemble des métadonnées qu'on a dans les badges, entre autres des relations, pour pouvoir faire une analyse, ou au moins avoir une image sur laquelle on va pouvoir réagir. Donc moi j'ai pas peur qu'il y ait trop de badges, j'ai pas peur qu'il y ait trop de confiance. Je pense que le problème que nous avons en France, c'est qu'on vit plutôt dans une société de la défiance. D'ailleurs, il y a un très bon livre, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est France, Société de la défiance, ou comment le modèle social français s'autodétruit. On pose des questions à l'international, des enquêtes internationales d'attitude, on pose la question, est-ce que vous pensez que c'est normal d'acheter un bien en sachant qu'il a été volé? Vous savez, il est tombé du cul d'un camion, etc. Les Français arrivent deuxième juste après les Mexicains. Et à l'autre question, est-ce que vous pensez que c'est normal de toucher une subvention quand elle est indue? Nous sommes les premiers. Donc, on a un problème en France, c'est clairement une société qui est une société de la défiance. Et ça se voit même dans le cadre éducatif, je suis désolé de le dire, mais en Finlande, par exemple, l'idée d'un inspecteur de l'éducation nationale n'existe pas. L'idée d'un curriculum n'existe pas. L'idée d'un curriculum central n'existe pas. Parce que la Finlande, c'est une société de la confiance. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a gagné le projet avec la Fondation MacArthur, en mettant en avant le fait que la Finlande, c'est une société de la confiance, et donc c'était un espace intéressant pour explorer ces technologies, pour bâtir des réseaux de confiance. Donc voilà. Donc la confiance, c'est l'élément essentiel, c'est ce qui fait le capital humain. Sans la confiance... Toute dernière question, et après on fera 10 minutes de pause, parce qu'il fait quand même bien chaud ici, parce qu'il nous restera une petite heure de présentation. Monsieur? Bonjour, Martin Triquet, je suis responsable du service jeunesse de la ville de Dieppe. Je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il est possible, ou alors ça a peut-être été expliqué, je l'ai mal compris, de faire en sorte qu'à partir du moment, si moi je crée un badge, je confie à d'autres personnes la possibilité aussi d'attribuer ce badge. Et je pense que ça romprait avec ces questions justement de communautarisme, parce qu'à partir du moment où beaucoup de personnes peuvent le distribuer, c'est quand même... ça va dans une dimension exponentielle comme c'était présenté auparavant. Et aussi, l'idée derrière ça, c'était de... Je comprends la problématique qui a été posée par
par la personne de l'université tout à l'heure sur la question de la sécurisation. Au-delà de ça, malgré tout, je pense qu'il est intéressant de permettre que ces badges-là puissent être attribués pas par une seule personne, mais par un ensemble de personnes aussi. Tout à fait. Aujourd'hui, on est un peu dépendant de la plateforme. Si on prend Open Badge Factory, par exemple, on a la possibilité de dire, si vous créez un badge en Open Badge Factory, je fais un peu de publicité pour Open Badge Factory, parce que les autres plateformes ne le permettent pas vraiment encore, ça. Parce que c'est pas été intégré dans la norme par toutes les plateformes. Donc vous pouvez créer un badge et dire, pour émettre ce badge-là, il faut avoir tel badge. Donc vous donnez des badges aux gens, et puis ensuite, toutes les personnes qui ont ce badge-là auront le droit d'émettre le badge. Vous avez la possibilité de dire aussi, pour émettre, pour pouvoir obtenir un badge, vous avez le droit de le demander, mais il faut qu'il soit accepté par 3 personnes qui ont déjà ce badge-là, ou 4, ou 5, ou 10, enfin ça c'est lui qui décide. Donc on est capable de mettre en place des mécanismes qui permettent à une communauté de s'organiser, de définir ses propres règles pour rentrer à l'intérieur d'une communauté.